Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Jérôme Kouakou. Bonjour à tous, faisons le tour du continent en quelques minutes et on commence par le Mali. Et là-bas, il faudra attendre le 19 mai prochain pour savoir ce que fera le parti de l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, à la prochaine présidentielle. Ce parti va-t-il présenter un candidat ou au contraire soutenir le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta? Lors d'une réunion du comité exécutif tenue le samedi 12 mai dernier, les cadres de l'ADEMA n'ont pas réussi, malgré 6 heures de discussion, à se mettre d'accord. Régis Kofi, explication. L'un des vice-présidents de l'ADEMA, Adama Sangare, estime qu'il est nécessaire que l'ADEMA soutienne le président sortant Ibeka. Le candidat désigné par le parti ayant finalement décidé de ne pas se présenter, il considère qu'il n'y a pas d'autre solution possible. La semaine dernière, Dioncounda Traoré a dit qu'il n'était pas candidat. Et c'est quand même normal que le parti puisse aller vers la section en disant « Nous sommes à moins de 3 mois de l'élection présidentielle et l'important, c'est que les débats se soient faits dans la courtoisie », a-t-il dit. Personnellement, Adama Sangare souhaite que la conférence nationale valide son soutien au président Ibeka le 19 mai. Il estime simplement qu'il y a un problème de communication au sein de la structure. Je pense très sincèrement qu'ici, les militants sont bien informés. Ce qui manque, c'est la communication. Ce qui manque beaucoup à notre parti, c'est la communication de base, a-t-il insisté. L'ADEMA est malade, il faut le soigner. Il faut penser les plaies. Et en le faisant, nous allons nous projeter vers l'avenir, a-t-il déclaré. La décision de l'ADEMA concernant la présidentielle de juillet prochain reste donc en suspens. Pour le moment, les 2 hypothèses sont sur la table. Elles seront tranchées définitivement le 19, vendredi prochain, explique Boubacar Ba, qui, pour sa part, souhaite une candidature en interne de l'ADEMA, un candidat aux couleurs de l'ADEMA. Le vice-président du parti confie qu'il ne peut pas imaginer que l'ADEMA n'ait pas de candidat cette fois-ci. On part cette fois en Gambie, enfin une femme élue maire de la capitale, membre de la formation au pouvoir, le Parti démocratique uni, UDP, Roé Malik Lowe, entre dans l'histoire en qualité de première femme gambienne élue maire de Banjul, capitale du pays. En avril dernier, la comptable de carrière et fille de l'ancien maire de Banjul a été désignée par les membres du Parti démocratique uni UDP pour défendre les couleurs de cette formation de la majorité présidentielle. Quelques semaines auparavant, une femme, Aski Sawyer, a été élue maire de Freetown, capitale de la Sierra Leone voisine. En RDC, un cas supplémentaire de fièvre d'Ebola a été enregistré, mais des vaccins vont arriver mercredi ou jeudi. Ce cas supplémentaire porte le bilan à 35 cas, dont 2 confirmés. L'épidémie a été déclarée le 8 mai dernier par des autorités congolaises. Les vaccins seront en nombre suffisant pour mettre à l'abri la population, selon le directeur général de l'OMS. Toujours en RDC, le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a annoncé dimanche la libération des 2 touristes britanniques qui avaient été enlevés vendredi dans le parc national des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo. Boris Johnson a également adressé un message de soutien à la famille de Rachel Makissa Baraka, une garde du parc de nationalité congolaise tuée au moment de l'enlèvement. Les 2 touristes britanniques et leur chauffeur avaient été victimes vendredi d'une attaque de leur véhicule par des hommes armés non identifiés dans les Virunga, situés dans la province du Nord Kivu, fief de plusieurs groupes armés. Au Burundi, 26 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans l'attaque d'une colline de la commune de Bunganga, au nord-ouest du pays. L'attaque d'un village du nord-ouest soulève beaucoup de questions. Asta Sidibé. Au Burundi, après le choc, c'est l'heure des questionnements. 26 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans l'attaque d'une colline de la commune de Buganda, au nord-ouest du pays, par un groupe armé non identifié qui se serait replié ensuite vers la République démocratique du Congo voisine. Samedi 12 mai, le ministre de la Sécurité numéro 2 du pouvoir burundais, le général Alain Guillaume Bouilloni, s'est rendu sur place en compagnie des principaux responsables de l'armée et de la police, où il a promis que le gouvernement allait collaborer avec celui de RDC pour anéantir ce qu'il qualifie de terroristes. Mais il y a des questions encore sans réponse après cette attaque qui a visé la province de Cibitoke, province d'origine de plusieurs chefs militaires et policiers à la tête de l'appareil sécuritaire au Burundi, et cela à 4 jours d'un référendum constitutionnel contesté.
C'est un autre son de cloche qu'on entend de certains habitants de la localité de Ouagarika qui parlent d'un groupe armé qui semblait venir de l'intérieur du pays. Mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'ils se sont ensuite repliés vers la RDC. Autre question, les assaillants semblaient bien connaître ce village et ils auraient ciblé des ménages bien précis, notamment les familles de 4 policiers issus de l'ancienne rébellion aujourd'hui au pouvoir. L'un d'eux a perdu au moins 12 proches. Ses parents, ses frères, leurs femmes et enfants ont été massacrés sauvagement. Certains ont été poignardés, d'autres égorgés ou encore brûlés par des matelas aspergés d'essence, selon des voisins encore sous le choc. Autre nouvelle, pas guère sur le continent. Au moins 4 personnes ont été décapitées par des présumés miliciens au Kasaï, région du centre de la RDC, théâtre entre 2016 et 2017 d'un violent conflit entre les forces de sécurité et une milice mystico-religieuse. Fleur Kofi. Les personnes tuées appartenaient toutes à la même famille. La tuerie s'est produite mercredi dans la localité de Monlombela, située à 45 km à l'est de Kananga, capitale provinciale. Selon le site d'information jeunafrique.com, une source militaire sous couvert d'anonymat a déclaré qu'au total 8 personnes ont été décapitées. Depuis octobre 2014, des cas de décapitation sont régulièrement rapportés en RDC, pays confronté à plusieurs zones de conflit. Les premiers cas ont été enregistrés à Beni, dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays, où des centaines de personnes ont été tuées, essentiellement à l'arme blanche, dans une série de massacres attribués aux rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées ADF. Au Kasaï, plusieurs décapitations ont aussi été enregistrées depuis le début du conflit qui a secoué cette zone, sémant la terreur parmi les habitants. Des décapitations ont également été rapportées à Ituri, dans le nord-est du pays, lors des violences qui ont éclaté entre décembre et février dernier, opposant des membres des 2 communautés. Le Kasaï a été ravagé par un conflit entre les forces de sécurité et la milice Kawimansapu, qui a fait plus de 3000 morts et 1,4 million de déplacés entre septembre 2016 et milieu 2017. Mercredi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'est à nouveau alarmé de la situation de quelques 700 000 enfants souffrant de malnutrition dans le Kasaï, dont plus de la moitié sont menacés de mort. Malgré l'accalmie observée depuis plusieurs mois, les autorités et la société civile redoutent une réorganisation des miliciens à 7 mois des élections prévues le 23 décembre prochain pour organiser la succession du président Joseph Kabila. On termine en Libye. Au moins 31 personnes ont été tuées depuis le début du mois de mai, selon une source hospitalière située à plus de 600 km au sud de Tripoli. Seba est régulièrement le théâtre de violences entre groupes rivaux qui se livrent une bataille acharnée pour le contrôle de cette ville, carrefour de tous les trafics. Les combats ont gagné en intensité samedi, notamment pour le contrôle de la citadelle historique surplombant la ville. Point final de ce bulletin Afrique. Excellente journée à vous tous. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou.